bienvenue, c'est l'heure d'un nouveau numéro de Défense sur i24 News. Au programme cette semaine, on revient sur ces scènes d'émeutes en plein cœur de Tel Aviv. Les Israéliens d'origine éthiopienne dénoncent des brutalités policières. On s'intéresse également à la place des femmes au sein de l'armée. Focus à suivre, c'est parti pour Défense. La place Rabin sous le feu, ces images d'affrontements cette semaine lors de manifestations d'Israéliens d'origine éthiopienne ont choqué en Israël de par leur violence bien sûr, mais également de par leur caractère inédit. Le bilan, 60 blessés, la plupart des policiers victimes de jets de projectiles. Manifestation au départ organisée pour lutter contre la violence policière dont les Éthiopiens se disent victimes. Le rappel des faits avec Myri Maman. Le chaos sur la place Rabin, au cœur de Tel Aviv. De longues heures de violence entre police et manifestants, des images rares pour la capitale économique du pays. Tout avait pourtant bien commencé. Des milliers d'Israéliens d'origine éthiopienne se sont donné rendez-vous dimanche à Tel Aviv. Les manifestants réclament justice après qu'un des leurs ait été brutalisé par la police il y a une semaine. Plus globalement, ils dénoncent les discriminations dont ils s'estiment victimes. La manifestation démarre dans la zone d'affaires, se poursuit sur le périphérique de Tel Aviv jusqu'au point de rendez-vous, la place Rabin dans le centre-ville. La tension est palpable à chaque instant. Mais la manifestation se déroule plus ou moins dans le calme. Et puis, les choses dégénèrent. Deux versions s'affrontent. Celle des manifestants qui accusent la police d'avoir fait un usage abusif de la force. J'étais ici et c'est la police qui a chargé. Il y avait un cercle de personnes calmes, assises. Un véhicule avec un lance-eau est arrivé et nous a visés directement. Puis ils ont jeté des grenades assourdissantes. Selon la police, des manifestants ont jeté des pierres et des bouteilles sur les forces de l'ordre, obligeant les agents à réagir et à disperser la foule. Chars anti-émeutes, gaz lacrymogène, grenades assourdissantes. C'est le chaos sur la place Rabin. Des manifestants s'en prennent aux motos garées à proximité, brisent des pare-brises de voitures, cassent des vitrines des commerces à proximité. Bilan de la soirée, 56 policiers et au moins 12 manifestants blessés. 46 personnes ont également été interpellées. Le calme est finalement revenu à 2 h du matin. Et place à notre focus. Cette semaine, on s'intéresse à la place des femmes dans la planète défense. En 2013, l'armée américaine prenait une décision historique, celle d'autoriser les femmes à participer directement au combat. Décision qui entérinait une réalité apparue lors des conflits en Irak et en Afghanistan. Jusqu'alors, les femmes avaient l'interdiction d'être en contact direct avec les armes. Souvenez-vous de cette annonce historique du chef du Pentagone alors, Leon Panetta. Si les membres féminins de nos forces armées atteignent les objectifs nécessaires pour un poste donné, et laissez-moi être clair, je ne parle pas de réduire ces mêmes objectifs, si ces objectifs sont atteints, elles devraient être autorisées à participer aux missions. Voilà, donc pour les États-Unis, qu'en est-il en Israël? On voit ça avec vous, Léa Landman, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice et cofondatrice de l'organisation Les Femmes dans la Sécurité Internationale. Première question, le statut des femmes israéliennes au sein de l'armée, quel est-il par rapport à d'autres pays? Alors, quelques chiffres pour éclairer la situation. En Israël, dans l'armée israélienne, 90% des postes sont ouverts aux femmes, mais elles n'occupent que 50% de ces postes. 51%, un peu plus de 50% des officiers de l'armée sont des femmes, mais on n'a eu qu'une seule femme générale qui était responsable des ressources humaines et on n'a eu aucun chef d'armée femme, évidemment. Il y a en tout cas eu au cours de ces dernières années une évolution dans la perception des femmes au sein de l'armée israélienne, notamment une ouverture au poste de combat. Qu'est-ce qui a permis ce changement? On a vu qu'aux États-Unis, c'était les conflits en Irak et en Afghanistan. En Israël, qu'est-ce qui a permis cette évolution? Je pense que c'était une volonté politique et un peu dans l'air du temps d'ouvrir ces postes, mais si vous regardez les chiffres encore, il n'y a que 3% de femmes dans ces unités de combat. Donc, c'est une question de mentalité ou est-ce que ça bloque? C'est une question de mentalité. En Israël, ça bloque un peu partout. Sauf que quand il y a une volonté politique en Irak et en Afghanistan, les Américains n'avaient pas assez de soldats mâles, donc ils ont envoyé des femmes au combat. Donc c'est aussi une question un peu d'offre et de demande. En Israël, on n'a pas besoin de plus de femmes, donc on n'ouvre pas. C'est donc une volonté politique. C'est une volonté politique. Justement, je voudrais qu'on parle comment ces deux sphères sont intimement liées. La sphère militaire et la sphère politique, finalement, elles sont dépendantes l'une de l'autre. Aujourd'hui, la place des femmes au sein de l'armée, elle dépend, ça aura des répercussions dans leur place au sein de la société civile et politique. Excellente question.
parce que vous pourriez me demander pourquoi c'est important d'avoir des femmes dans l'armée, dans tous les rôles et dans toutes les unités. Mais en Israël, particulièrement en Israël, puisqu'on parle... La corrélation entre le rôle que vous avez eu à l'armée et le grade que vous avez tenu à l'armée a un impact direct sur votre futur dans la vie, dans votre vie professionnelle après, donc dans la sphère publique et dans la sphère privée. Si vous regardez les industries de défense en Israël, il y a à peu près 20% de femmes qui sont dans le leadership. Et quand je parle du leadership, dans l'industrie aérospatiale, par exemple, vous avez 2 femmes au top qui sont responsables, une des RH et l'autre des relations publiques. Donc pas de stratégie, pas de CEO, pas de rôle qu'on appelle dur, en fait. Et pareil dans le monde politique. Il n'y a eu que 14 femmes ministres depuis l'établissement de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se fait justement aujourd'hui pour changer cette réalité en Israël? Alors, il y a quelques initiatives. Il y a une initiative qui est internationale, qui s'appelle la résolution 13025 de l'ONU, qui a été ratifiée en Israël. Et il y a une coalition en Israël qui s'appelle la coalition 13025, dirigée par Anna Taon, qui a fait un gros travail en fait, de fond avec les organisations, je ne veux pas dire féministes parce que ça concerne toutes les femmes, en Israël. Ils ont apporté leurs conclusions au gouvernement. Il y a une décision gouvernementale, un projet de loi pour intégrer cette résolution. Mais intégrer une résolution demande beaucoup plus que d'accepter un projet de loi. C'est-à-dire il faut comprendre comment on développe les différents mécanismes. Par exemple, les dernières élections. D'accord ? La coalition, chaque parti est venu avec des demandes très précises. Okay ? Chaque secteur a demandé ses propres budgets et ses propres ministères, etc. Il n'y a pas un parti qui est venu qui a dit si vous ne mettez pas autant de femmes dans, par exemple, la commission pour les affaires étrangères et la défense, qui est la commission la plus importante à la Knesset aujourd'hui du point de vue sécurité et défense, et la commission du budget aussi d'ailleurs. Personne n'a dit personne n'a demandé d'avoir au moins 30% de femmes dans ces commissions. Une politique de quotas, c'est ça que... une politique de quotas. Parce que dans un pays comme Israël, où vous avez des partis où il n'y a absolument pas de femmes, vous ne pouvez pas faire ça à la proportionnelle. Aujourd'hui, il y a 29 membres de la Knesset dans le nouveau gouvernement. Vous pourriez me dire, il faudrait un tiers, donc représentatif. Mais quand vous avez des partis qui n'ont pas de femmes, on ne peut pas faire ça à la proportionnelle. Donc oui, il faut instaurer des quotas. Alors je voudrais qu'on parle d'un autre phénomène, celui de l'harcèlement sexuel au sein de l'armée. Il y a eu ce fameux cas qui a fait beaucoup de bruit au cours de ces derniers jours. C'est le cas Mei Fatal, cette soldate qui a été victime de harcèlement sexuel d'un ancien commandant de la brigade Givati. Elle est montée au créneau sur Facebook parce qu'elle a jugé que la sanction qui lui avait été infligée était ridicule. Quelle est l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui? Je ne sais pas vous dire dans l'armée. C'est un phénomène qui existe et le vrai danger de ce phénomène, c'est qu'il ne sort pas. C'est effectivement réglé au sein de l'armée. Donc à moins d'avoir une femme courageuse qui sort et qui dit « voilà ce qui m'est arrivé, la sanction n'est absolument pas logique », on ne peut pas vraiment savoir, mais je pense qu'il a des statistiques, moi je ne les ai pas. Mais si vous regardez la police par exemple, on parle toujours de l'armée en Israël, mais la police c'est quand même un mécanisme de sécurité qui est censé protéger toute la population. Quand au sein de la police vous avez presque tout le leadership qui a été renvoyé ou qui a démissionné pour des questions d'harcèlement sexuel, là est la vraie question. Absolument. Alors, pour terminer, on l'a vu en tout cas au cours de cette interview, il y a beaucoup de travail encore à faire pour améliorer le rôle et la place des femmes au sein de l'armée et de la société en Israël. Quel va être le premier chantier dans cette lutte selon vous? Quel est le prochain défi? Politique ou militaire? Les deux. Politique, je veux penser que le prochain défi sera un projet national pour mettre en œuvre ce qui s'appelle gender mainstreaming. Gender mainstreaming, c'est un projet qui sera mis en œuvre dans chaque office, dans chaque ministère, okay. où on vous apprend à réfléchir d'une manière plus égale, en fait, et de forcer des quotas. C'est-à-dire au niveau le plus basique, forcer des quotas. Organiser des programmes qui forment le leadership du futur. Parce qu'en vérité, au niveau à l'entrée, il n'y a pas vraiment de disparité. Là où ça commence, c'est la pyramide. Donc il faudrait qu'il y ait des chefs de département au ministère de la Défense, dans la police, dans l'armée et dans les commissions qui sont importantes.
Merci beaucoup Léa Landman pour cette interview. On va passer au reste de l'actualité. Défense et cette lutte contre les rebelles houthis qui se poursuit au Yémen. Il s'agirait d'un contingent limité, mais il semble bien que les premiers soldats saoudiens soient entrés sur le sol yéménite à Aden dans le sud. Pour l'instant, on ne parle pas d'offensive terrestre, mais simplement d'un contingent venu épauler l'armée loyaliste. Les détails avec Maxime Pérez. Peut-être les prémices de l'offensive terrestre maintes fois annoncée au Yémen. Des éléments de la coalition arabe sunnite auraient débarqué ces dernières heures à Aden, dans le sud du pays. Des commandos saoudiens affirment certaines sources, venues tout droit de l'île voisine de Djibouti. Sur place, des témoignages rapportent plusieurs accrochages entre ces mêmes forces et les miliciens houthis, qui contrôlent une grande partie de la ville d'Aden. À Riyad, pourtant, les responsables militaires saoudiens calment le jeu. Aucune opération au sol n'a été déclenchée. Pour ces derniers, les partisans de l'ancien président Hadi sont suffisamment armés pour contenir les rebelles. Info intox, pendant ce temps, l'Arabie saoudite maintient ses frappes aériennes au Yémen. L'ONG Human Rights Watch accuse d'ailleurs le royaume wahhabite et ses alliés d'avoir utilisé des bombes à fragmentation américaines qui causent un grand nombre de victimes. Depuis la mi-mars, le conflit au Yémen aurait fait 1200 morts et plus de 5000 blessés, selon un bilan fourni par l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, l'ONU continue d'alerter contre un possible désastre humanitaire. Contrat signé pour la France au Qatar. François Hollande était à Doha cette semaine pour officialiser la vente de 24 avions Rafale au Qatar. Contrat important économiquement bien sûr, mais qui est aussi l'occasion pour Paris de reprendre pied au Moyen-Orient dans un paysage tourmenté par les conflits. Julia Galancia. Bon choix, lance le président français au Qatar. Les deux pays viennent de signer un contrat de 24 avions de combat Rafale pour un montant de 6 milliards et 300 millions d'euros. Les sourires sont de circonstance. Aux côtés de l'émir du Qatar, François Hollande s'est félicité de cette vente au riche État gazier. C'est le troisième succès commercial que nous pouvons enregistrer avec les Rafales. Il y a d'abord eu le contrat égyptien, puis ensuite il y a eu ce que nous avons obtenu du Premier ministre Modi, c'est-à-dire une commande immédiate de 36 Rafales, c'était le contrat indien, et puis maintenant le contrat avec l'Émirat du Qatar. Au total, la France a récolté en ce début d'année plus de 15 milliards d'euros dans le seul secteur de l'armement, plus que les 8 milliards d'euros engrangés en 2014. Une hausse d'exportation des armes françaises bienvenue dans une économie malmenée par la crise. Et cette belle éclaircie économique devrait continuer. François Hollande s'est rendu ce lundi en Arabie Saoudite pour assister au sommet du Conseil de coopération du Golfe, une première pour un chef d'État occidental. Il faut dire que les Saoudiens apprécient la politique moyen-orientale de François Hollande qui s'est montré très ferme face à Damas ou à Téhéran. Il a clairement choisi son camp, celui des monarchies sunnites du Golfe, à la différence de Barack Obama qui suit une diplomatie plus brouillonne. Mais derrière cette visite diplomatique se cachent des projets de coopération bilatérale. À l'issue de ce séjour, une feuille de route politique, économique, stratégique et militaire devrait être signée entre les deux pays. Dans un contexte lourd d'enjeux, les sujets de discussion franco-saoudiennes ne manqueront pas. L'État islamique et autres groupes terroristes, les ambitions de l'Iran qui normalise peu à peu ses relations avec l'Occident et les frappes aériennes menées par le Royaume contre la rébellion houthiste au Yémen. Le Texas sous le choc après la fusillade qui a visé cette semaine un concours de caricature de Mahomet organisé par une association connue pour ses positions anti-islam. Grâce à l'intervention des forces spéciales, seul un membre de la sécurité a été blessé. Une attaque revendiquée par l'État islamique. Regardez. Des rafales de tirs provenant de l'extérieur du bâtiment viennent de retentir. C'est la panique. Le concours de caricature sur le prophète Mahomet doit être interrompu. À l'intérieur, ces policiers invitent les participants à rester à l'abri. Ce qui nous préoccupe, c'est la zone de stationnement. Vous ne pouvez pas accéder à vos véhicules. Nous allons vous escorter et des bus viendront vous chercher. La fusillade a lieu à la fin de la manifestation. Les deux hommes ont blessé un officiel de sécurité de la ville avant d'être neutralisés par la police. Très vite, les commerces environnants sont évacués, de même que le centre où se déroulait l'événement. La police de Garland estime que le véhicule en cause pourrait
de contenir des explosifs et une équipe de démineurs est sur place. Un des suspects a été identifié ce lundi comme étant Elton Simpson, un habitant de l'Arizona qui, selon un cadre du FBI, faisait précédemment l'objet d'une enquête terroriste. Des agents du FBI et une unité de déminage ont perquisitionné son domicile dans le nord de Phoenix. La police pense que Simpson pourrait être à l'origine de messages suspects sur Twitter, le dernier message étant un hashtag TexasAttack envoyé environ une demi-heure avant la fusillade. Voilà donc pour l'actu défense de la semaine. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. En attendant, on va se quitter avec ce nouveau visage de l'armée aux États-Unis. Le commandant des Marines, nommé chef d'état-major interarmée, Joseph Dunford, c'est son nom. Il est âgé de 59 ans. Il va remplacer le général Martin Dempsey qui devrait quitter son poste en septembre après 4 années tumultueuses qui ont vu le retrait des forces américaines d'Afghanistan et le retour d'une partie d'entre elles en Irak. On se quitte sur ces images et rendez-vous dès la semaine prochaine. Soyez là.